Parti pour la seconde semaine du challenge 30 jours, 30 livres. Et ça commence par un abandon. J'ai abandonné Le plaisir de dire non de Sylvie Del Cotto parce que je n'aime pas du tout la façon dont elle écrit. Je me suis arrêtée assez rapidement, j'ai pas dû dépasser la page 50 et quelques. L'histoire était assez prometteuse. C'est Billy, qui est une jeune femme de 30 ans qui, d'après le 4e de couverture, se retrouve coincée, habillée en fantomette, dans une soirée déguisée, dans un PMU de quartier, avec plein de gens autour d'elle, genre un Superman ventripotent, un Batman alcoolique ou que sais-je, et qui se demande une fois encore ce qu'elle fout là, parce que son gros défaut à Billy, c'est qu'elle ne supporte pas de passer une soirée toute seule, et donc elle a tendance à accepter un petit peu toutes les invitations qu'on lui propose, même quand elle n'a pas envie, ou même quand elle n'aime pas les gens avec qui elle y va, mais parce qu'elle ne sait pas dire non. Donc j'imagine qu'à partir de là, le pitch, c'est qu'elle va apprendre à dire non, sauf que la façon dont c'est écrit ne me donne pas l'occasion de le découvrir. Comment est-ce que je pourrais vous décrire ça? Déjà, c'est très oral comme style, c'est écrit comme on parle en fait. Donc certains auteurs font ça et ça le fait très bien, mais là, c'est un petit peu trop. Le premier mot qui m'est venu, c'est une beauf au féminin. C'est un peu hard, je vous l'accorde, mais c'est ce que j'ai ressenti. Mais comme beauf au féminin, ou même le terme beauf, ça vous parlera pas forcément, comment je pourrais vous décrire ça? C'est Gérard Jugnot, c'est Gérard Jugnot dans Les Bronzés. C'est la personne qui veut tellement se faire remarquer qu'elle fait des blagues, ou en tout cas qu'elle essaye de faire des blagues, à toutes les phrases, ou à tous les paragraphes, ou tous les chapitres. Elle essaye tellement de faire rire ou sourire son lecteur qu'elle en fait trop. Et moi, ça me gêne. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'une fois de temps en temps, ça aurait été pas mal. Mais là, à toutes les pages, non. C'est trop. C'est beaucoup trop. Le jour 2, eh bien, je n'ai rien lu parce que c'était hier, c'était donc mercredi, et j'étais à l'hôpital pour ma fameuse journée mensuelle où on me fait tous mes examens pour voir si mon traitement se passe bien, si je le supporte, etc. Et là, d'habitude, j'ai un peu des temps morts où je peux essayer de bouquiner un peu, mais là, tout s'est enchaîné de 8h15 quand je suis arrivée à l'hôpital jusqu'à 3h30, 4h. Et après, j'ai encore une bonne heure pour rentrer chez moi. Et ce sont des journées qui me fatiguent énormément. Parce que déjà, je suis un peu triturée dans tous les sens, on va dire ça comme ça. Que je passe d'un étage à l'autre, d'un service à l'autre, que j'essaie de garder la patate parce que des fois, c'est un peu speed pour le personnel et tout. Donc, c'est un petit peu mon challenge d'essayer de faire sourire quand j'y suis. Puis ça m'aide moi aussi à sourire en attendant des résultats qui sont un petit peu stressants. Donc je suis rentrée hier soir, j'étais vannée et absolument pas envie de lire quoi que ce soit. Donc j'attaque un nouveau livre ce matin, jour 3, c'est bon, vous me suivez. Et j'attaque un recueil de nouvelles avec donc Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, qui est, je pense, un classique des contemporains français. Je crois que c'est elle qui a beaucoup de ses livres qui ont été adaptés, je me souviens plus. Je crois qu'il y a eu un de ses livres qui a été adapté, il y a Guillaume Canet dedans et Audrey Tautou, il me semble. Peut-être que je me trompe, ou quel cas, tant pis. Et j'ai jamais lu aucun de ses bouquins, donc c'est l'occasion. Voilà, on verra. Pour l'instant, j'ai lu une seule nouvelle et elle m'a plu, donc c'est plutôt bon signe. Vu la taille du truc, je pense que pour aujourd'hui, ça devrait aller. À plus tard. Bon, ça donne quoi cette deuxième semaine pour l'instant? Donc, résumons. Jour 1, abandon d'un livre. Jour 2, pas de lecture parce que hôpital toute la journée. Jour 3, 2 petits livres fort sympathiques dont je vais vous parler là tout de suite maintenant. Jour 4, à nouveau pas de lecture parce que à nouveau hôpital, beaucoup de routes, etc. Et jour 5, je viens de terminer Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Et on n'est même pas à la fin de la matinée, donc peut-être que je lirai autre chose d'ici ce soir, je sais pas. Il fait un peu moche, donc je vais peut-être en profiter pour aller passer du temps dehors, vu qu'il n'y a pas de soleil. Alors, j'ai lu donc Cotton Blues de José Ferran Romano. Cotton Blues, c'est une histoire qui se déroule à la période de l'esclavagisme, de la guerre de sécession aux États-Unis. Et c'est un livre qui, même s'il est adressé à partir de 12 ans, est un petit peu
Alors c'est pas qu'il est pointu, mais il est vraiment intéressant si vous voulez connaître les différentes étapes de la guerre de sécession. Parce qu'il y a quand même beaucoup de détails en termes de, de lieux, de dates, de personnages célèbres, de personnes qui ont participé à la guerre de sécession et à tout ce qui s'est mis en place. Et en fait, l'histoire se divise, on va dire, en 3 grosses parties, ou plutôt en 3 points de vue, puisqu'on va avoir le point de vue d'un esclave, d'un jeune homme noir plutôt rebelle qui travaille dans les champs de coton et qui va se rebeller contre son maître. On a donc le point de vue également de ce maître qui ne veut absolument rien entendre de tout ce qui pourrait être liberté des hommes noirs et qui est donc vraiment schématisé au gros trait, au gros trait noir de tout ce qui peut être de pire dans ces hommes-là, qui se retrouve avec un fils qui lui est plutôt libéral, qui va s'engager du côté des Yankees pour lutter contre l'esclavagisme. Et on a aussi une partie plus politique puisqu'il y a le rôle de Abraham Lincoln. Et en fait, vous avez à chaque fois des chapitres qui sont divisés entre ces 3 ou 4 personnages et beaucoup de dialogues en fait. Donc ça se lit très facilement et qui vous donne de l'information, pas mal d'informations sur cette période de l'histoire. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour les collégiens qui sont en train de travailler peut-être sur cette période. Je ne sais pas du tout si c'est encore au programme maintenant. Ça l'était à mon époque, mais ça remonte tout ça. Donc en tant que roman découverte, de loisirs ou de plaisir, je suis pas convaincue. Par contre, pour retenir certaines informations sur cette époque et peut-être ouvrir la discussion à l'école ou en famille, il peut être pas mal du tout. Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, est un recueil de nouvelles en fait. Et j'ai retrouvé, en lisant la bibliographie, le film dont je parlais tout à l'heure, la dernière fois que j'ai fait un bout de vidéo, c'est Ensemble c'est tout, avec Guillaume Canet et Audrey Tautou, que j'avais bien aimé. Donc moi c'était mon premier Anna Gavalda, je pense qu'il y en aura d'autres, parce que j'aime bien la façon dont elle écrit. C'est très simple, et en fait ces nouvelles, c'est le quotidien de personnes lambda, donc on peut facilement s'identifier. Il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas d'intrigue de fou, mais ce sont des nouvelles qui sont bien ficelées parce qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin. On reste pas sur sa fin, c'est le cas de le dire, contrairement à d'autres petits livres. Et j'ai passé un moment super agréable avec ces différentes nouvelles. Il y en a certaines que j'ai aimées plus que d'autres. Alors j'ai corné les pages. Il y a celle qui s'appelle Permission, qui est une très belle histoire d'amour, un très beau début d'histoire d'amour d'un jeune homme qui revient de permission. Il y a une fête chez lui pour son anniversaire et il retombe sur une jeune fille dont il était déjà très amoureux quand il était jeune ado, et il retombe avec elle et voilà, il aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Et il lui fait une déclaration d'amour de ouf, quoi. Donc rien que pour ça. Il y a Le fait du jour, qui est comment en 5 secondes, on peut changer la vie des gens sans même s'en rendre compte, là d'une façon assez dramatique, et la fin est percutante, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié. Et ensuite, une autre qui s'appelle Pendant des années, qui parle de la femme. On va dire ça comme ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus. C'est les 3 que j'ai le plus aimé, mais ça m'a presque réconcilié avec le genre des nouvelles, parce qu'elles sont vraiment bien amenées. Et donc, à l'instant, là tout de suite, là maintenant, je viens de terminer Lettre du Père Noël, qui, alors, comment vous dire, n'est pas de saison, ça vous l'avez compris, mais surtout, c'est hyper chouette pour découvrir Tolkien en tant que papa. Parce qu'en fait, c'est un recueil des lettres qu'il a pu écrire, inventer, dessiner pour ses enfants pendant plus de 20 ans. Et c'est très très beau en fait. Moi ça m'a... Les histoires en elles-mêmes ne sont pas en tant qu'adulte mirobolantes parce que
parce que c'est très enfantin, c'est très simple. Parfois, c'est juste une lettre comme ça pour dire je pense à vous. Donc, il n'y a pas toujours un intérêt au niveau du texte en lui-même. Mais par contre, c'est une assez belle découverte de son univers. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas lu Tolkien, enfin, sauf des versions imagées quand j'étais petite du Seigneur des Anneaux, mais je ne l'ai jamais lu dans le texte, je n'ai pas l'intention de le faire, et du coup c'était une approche rapide et hyper intéressante, parce que cet homme, mais il a un univers de fou autour de lui, alors c'est un peu la palissade ce que je suis en train de vous dire, mais rien que là-dedans, vous avez les textes, mais il ne s'est pas contenté d'écrire des lettres, il les a imagées, il a ajouté des dessins, il a créé, à croire que c'était son hobby, des alphabets qu'il a partagés avec ses enfants. Il a inventé des écritures, c'est-à-dire que selon la personne qui parle, que ce soit le Père Noël, l'ours polaire ou qui que ce soit d'autre, il change d'écriture, ça a dû lui prendre un temps de fou, et ça donne des choses qui sont magnifiques, quoi. À chaque fois, vous avez en fait la traduction de la lettre, véritablement. Vous avez la lettre originale qui a été recopiée ou graphiée, je ne sais pas comment il faut dire, et vous avez les dessins. Et c'est un univers à part entière, quoi. Et du coup, il a tous les ans fait des dessins pour ses enfants, quoi. Et voilà. Et pendant des années, le temps à chaque fois qu'ils grandissent, quoi. C'est génial. C'est un joli livre, en fait. Je vais le garder, celui-là. Je vais vraiment le garder parce que c'est beau. Moi, ça m'a émue pour la relation à la famille, de savoir que tous les ans, il a pris du temps pour écrire à ses enfants. À partir du mois d'octobre, ils commencent à avoir un petit échange. Et puis la lettre de Noël, envoyée depuis le pôle Nord, écrite avec des écritures différentes selon si c'est le Père Noël, si c'est l'ours, si c'est l'elfe, si c'est le gnome, si c'est le gobelin, parce que vous avez tout son univers, vous le retrouvez. Les dessins, enfin c'est incroyable, quoi. C'est touchant, vraiment c'est touchant. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, à demain et à je sais pas quand. Ciao! Si j'ai une sale tête dans cette vidéo, c'est normal, j'ai vraiment une sale tête. J'ai les yeux qui sont explosés, je fais une réaction encore à mon traitement. Cette fois-ci, c'est une uvéite, c'est une irritation, une inflammation au niveau des yeux, donc c'est une catastrophe. Du coup, ça m'aide un peu pour mon projet de ne plus trop aller sur ordinateur, même si c'est pas encore trop au point. Et je profite aussi, puisque je vous raconte ma vie, de n'avoir que 10 minutes sur ma caméra pour vous parler des 1, 2, 3, 4, 5, des 5 petits livres, albums jeunesse que j'ai lus au jour 5 de cette saison 2, de cette semaine 2, parce que je suis toujours très bavarde quand il s'agit des albums enfants. Donc là, comme ça, je vais faire court, surtout qu'il y en a un, c'est une petite pépite, et je compte vous le présenter à part parce qu'il est absolument magnifique. Je sais déjà que je vais pas tarder à me l'offrir pour le garder, parce qu'il est beau, il est beau, il est beau, et il est beau. Mais en attendant, je vous parle de Colline aux éditions Sarbacane, écrit par Alex Cousso et dessiné par Chiaki Miyamoto. C'est une très très belle histoire, toute mignonne, avec une tortue qui est amie avec une hirondelle. L'hirondelle a fait le printemps et doit tous les ans s'en aller, mais la tortue n'est pas d'accord. Alors elle va faire quelque chose qui fait que l'hirondelle ne pourra pas s'en aller. Et vont se poser de jolies questions, de savoir si c'est plus important d'avoir avec soi une amie qui finalement est malheureuse, ou plutôt de la laisser partir pour vivre sa vie, ou aussi de savoir si c'est véritablement si important que ça de voyager quand on a des amis sur qui compter. Bref, vous l'aurez compris, en quelques pages à peine, il y a de jolies questions qui sont posées sur le lien qui peut unir deux personnes, et c'est un dessin, on va dire, je vais dire très japonais, je suis pas sûre que ça veut dire quelque chose, mais c'est épuré, c'est fin, c'est très très bien dessiné, donc j'aurais plutôt tendance à vous dire Colline, c'est une valeur sûre. Dans un registre beaucoup plus drôle, Les chaussettes qui puent de Ingrid Chabert et Estelle Billon-Spagnol aux éditions Frimousse. Une histoire rigolote. J'ai choisi ce bouquin parce que j'ai beaucoup aimé la frimousse, en fait, le dessin de ce petit bonhomme, ça me faisait délirer. Il est fou amoureux de ses chaussettes et je peux le comprendre parce que j'ai moi-même des chaussettes un peu dans ce style-là que j'adore mettre et que l'hiver, parce qu'elles me montent jusqu'aux genoux, je les lave tous les jours parce que j'adore les porter. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Et du coup, c'est un petit garçon qui adore ses chaussettes à rayures rouges et blanches et il ne veut jamais les quitter. Ses parents s'arrachent les cheveux
cheveux pour réussir à les laver, il fait des caprices pour les garder et bien sûr il pue et donc les gens ne veulent plus l'approcher jusqu'au jour où il rencontre sa nouvelle petite voisine qui elle aussi a des grandes chaussettes. Comment est-ce que tout cela va se terminer? Je vous laisse le deviner dans les chaussettes qui puent. Et un petit peu moins aimé, même pas vraiment apprécié en fait, Au loup de Éric Battu aux éditions Bilboquet. Je choisis toujours soit pour les titres, soit pour les dessins, hein, vous l'aurez compris. Là, j'aimais bien le dessin parce qu'en fait, on a l'impression que c'est de la gouache, donc j'aime beaucoup. C'est une adaptation des 3 petits cochons en version les 3 petits moutons. Mais voilà, les 3 petits moutons sont gardés par un chien qui doit s'en aller pour aller à la boucherie. Donc déjà, il y a un truc qui tournait pas rond dans ma tête. Et ensuite de ça, voilà, c'est du classique, mais même pas drôle en fait. Donc non, j'ai pas spécialement aimé. Peut-être parce que je connais trop les 3 petits cochons et qu'au final, c'est pas une histoire où on découvre la chute et c'est quand même ce qui est rigolo, le message et la chute dans les albums jeunesse. Et là, du coup, il y avait ni spécialement de message, ni spécialement de chute. Donc non, pas plus que ça. Ensuite, pareil, pas spécialement apprécié non plus, Jenny la Cowboy aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble de Jean Gourounas. Pareil, choisi pour le dessin et choisi aussi pour le nom de la maison d'édition. L'Atelier du Poisson Soluble, ça m'a fait rire, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Très très joli dessin, je vais vous en montrer un quand même. Vous voyez, j'aime beaucoup le dessin. Et en fait, on y suit une petite fille donc, qui se prend pour un cow-boy, qui a un cheval à bascule, hein, sur lequel il y a une empreinte en fait. Et elle va passer toutes les pages du livre à essayer de découvrir qui a laissé une empreinte sur son cheval. Donc elle rencontre plein d'animaux différents en disant « dis donc, est-ce que c'est toi qui as attaché mon cheval ?» etc. Et les animaux vont à leur tour mettre leur empreinte sur le cheval pour montrer que non, ce n'est pas la bonne empreinte. Donc il y a une notion d'un petit peu d'apprentissage des empreintes des animaux sauvages en l'occurrence. Mais ce qui m'a particulièrement pas plu, on va dire, dans ce court album jeunesse, c'est que le personnage de Jenny, en fait, est une petite fille grossière, on va dire ça comme ça. Donc, ça joue au niveau des textes sur les jurons. Bon, on est dans ça parle d'hypopète, hein, c'est pas du gros juron de la mort qui tue, mais ça en fait une petite fille qui, en fait, crie après les animaux et est pas contente parce qu'on a touché à son jouet, qui se fait rabattre son caquet à la fin, hein, heureusement, mais ça m'a pas fait rire en fait, et je sais pas si ça ferait rire un enfant ou pas, donc j'ai pas su trop quoi en faire de cet album là, donc non, pas d'accord avec celui-là. Enfin, La beauté, la merveille, et celui-là je vous le présenterai plus en détail dans une vidéo dédiée, je pense, aux albums jeunesse. Il s'agit de Ouf de Ghislaine Roman et Tom Champ aux éditions Milan. Il est d'une beauté absolue. Donc voilà, je vous montrerai quelques pages intérieures pour vous faire saliver aussi. Mais les dessins sont magnifiques, il y a énormément de poésie et dans l'histoire et dans la façon dont c'est crayonné, dessiné, peint, tout ce que vous voulez. Il est très 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 beau et j'aime bien moi les formats comme ça un peu bizarres. Quelle est l'histoire? On y suit l'histoire d'un gland qui deviendra chêne. Donc il y a une belle métaphore, vous l'aurez compris, autour de la vie, de l'apprentissage, du fait de grandir, etc. Avec tout l'environnement qui peut changer autour de nous et qui peut nous déstabiliser. Bref, en quelques pages, il y a une très belle leçon de vie. Il y a beaucoup de choses à étudier dans le dessin, de petits détails, etc. Il est vraiment en 4 minutes de vous parler en ce jour 6 de Jungle Park de Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane. J'aime définitivement beaucoup les éditions Sarbacane, même si malheureusement, là je suis un petit peu dépitée par ce livre parce qu'il y a plein de bonnes idées dedans, mais elles sont pas assez étoffé à mon goût en fait. Nous sommes en 2050, l'Afrique est devenue un continent poubelle, un dépotoir pour déchets radioactifs et pour déchets humains, puisque c'est une prison à taille donc de continent pour tous les condamnés à mort des différents pays et notamment des États-Unis. Dans ce contexte, un homme, Tony, va être débarqué sur ce continent puisqu'il vient d'être condamné à mort à cause d'un acte dit terroriste, alors même qu'il était simple dirigeant d'un parc d'attractions assez particulier, justement en lien avec cette Afrique poubelle dépotoir radioactive.
Sa fille, une de ses filles, Johanna, pense qu'il y a un petit complot derrière tout ça et aidée de sa meilleure amie Serena et de plusieurs autres amis, va essayer de comprendre ce qu'il se passe et peut-être de retrouver son père puisqu'elle est persuadée qu'il n'est pas mort, contrairement à ce que vont lui faire croire. Nous avons donc un livre en 3 parties avec d'excellentes idées et des choses qui font assez peur, qui font frémir, notamment si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, la première page avec le discours d'un homme, d'un économiste qui semble être bel et bien existant et je n'ai pas encore fait la recherche de savoir s'il avait véritablement prononcé ces mots, mais s'il l'a fait, ça fait froid dans le dos. Donc de très bonnes idées, aussi bien sur le côté réalité, pseudo-réalité, réalité alternative ou autre vision à 2050 de ce que pourrait être notre vie par rapport au réseau, etc. Une histoire familiale et amicale au milieu, mais finalement assez en surface, donc pas trop d'attachement au personnage, en tout cas en ce qui me concerne. Et des personnages un petit peu bizarroïdes parce que radioactifs, donc tout un imaginaire qui pourrait être hyper intéressant, justement en termes de mutation génétique, etc. Mais trop en surface, vraiment trop en surface. J'ai eu du mal parce que il n'y avait pas assez de détails, c'était pas étoffé, c'était pas assez travaillé, quoi. Quand il vous décrit un personnage, il le décrit très succinctement, très brièvement. et mon téléphone sonne et ça va me saouler. 3 parties, livre 1, livre 2, livre 3. J'ai rien compris au livre 3. J'ai rien compris au dernier terre du bouquin. Il y a des personnages qui débarquent d'un seul coup, on ne sait pas trop d'où, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas le temps de comprendre que c'est déjà la fin du bouquin. Donc, dommage, vraiment, vraiment dommage. Est-ce que toi et moi, on parle de mon dernier livre de cette semaine 2, à savoir Lucia ex Maria? C'est quand même un peu con de se moquer du nom des gens comme ça, hein. À force de vouloir faire semblant de prendre l'accent, j'ai l'air un peu débile et je me moque. C'est pas très gentil. Bref, j'ai lu Ce que les hommes ne savent pas de Lucia Echevarría, que j'espère prononcer comme il faut, sinon pardon. Mais en fait, je pourrais dire pardon pour tous les noms d'auteurs parce que je dois en massacrer les 3/4. Bref, c'est une auteure que j'aime beaucoup, alors même que je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, à savoir son tout premier qui était Amour, Prozac et autres curiosités, que j'ai lu il y a genre maintenant... Allez, au bas mot 17 ans, ouais, facilement, que j'avais adoré sa plume, je me suis dit, oulala, elle, je vais la suivre, et puis j'ai plus rien lu d'autre. Voilà, donc j'en ai plein dans ma wishlist, mais on m'a offert celui-là, donc c'était cool. J'avais très hâte de le lire, mais alors je me suis plantée dans mon choix, mais d'une force, parce qu'en fait, ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'en tout petit dans la couverture, c'est écrit « Présente ce que les hommes ne savent pas ». Ce n'est pas un livre de cette charmante auteure, mais c'est un recueil de nouvelles de plein de charmantes auteurs espagnoles. Et donc, de une, ce sont des nouvelles. Ça commence à faire beaucoup de nouvelles pour ce challenge du mois d'août. Et de deux, du coup, c'est pas elle qui écrit. Je n'ai pas aimé ce livre. À l'exception, et ça aussi c'est très rigolo, de comment on appelle ça ? Prologue, épilogue, prologue, le prologue que j'ai adoré, je vais vous expliquer pourquoi, et de l'épilogue que j'ai adoré, je vais vous expliquer pourquoi. Mais sincèrement, de toutes les nouvelles, il n'y en a qu'une seule que j'ai aimée. C'est abusé quand même. Alors pour ceux qui l'auraient lu, il s'agit de la nouvelle qui s'appelle Que mal accompagné de Silvia Grijalba. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là, mais les autres, je me suis ennuyée. Ce sont toutes des nouvelles, alors comme le dit Lucia, des nouvelles, Lucia, parce que Lucia ça va pas marcher, ça va faire plutôt italien, que des nouvelles porno-érotiques. Et donc pourquoi j'ai aimé le prologue ? Parce qu'en fait le prologue est de Lucia et qu'elle nous explique justement toute la différence que l'on peut faire entre la littérature dite érotique et la littérature dite pornographique,
pourquoi l'une est considérée comme féminine et pourquoi l'autre est considérée comme masculine, et pourquoi tout ça c'est du gros caca et que en fait porno ou érotico ce n'est qu'une question de point de vue. Le prologue est super long, il fait une bonne 50aine de pages, il est hyper intéressant. J'ai vraiment appris plein de trucs parce qu'elle vous expose ça limite comme une thèse quoi, et c'était tout simplement génial. Et à un moment donné, elle vous présente en fait, si je retrouve où c'est, mais bien sûr je vais pas retrouver parce que sinon j'aurais pas l'air con, hein. Voilà, où c'est qu'elle en parle? 1, 2, 3, 4. Je fais passer le temps, hein, mais de toute façon, je vais couper au montage, ça ira plus vite. Les différences. Voilà, elle parle des différences entre littérature dite donc porno et littérature dite érotico. Et c'est pour ça qu'elle choisit d'utiliser le terme de porno-érotique, parce que pour elle, il n'y a pas spécialement de différence, si ce n'est celle que l'on crée par rapport à nos propres cadres de référence. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais si jamais vous avez l'occasion de l'emprunter, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour cette première partie. Et pourquoi j'ai aimé l'épilogue? Et ben parce que c'est elle qui l'a écrit aussi. Et que et que en fait, dans l'épilogue, elle raconte une histoire qui est basée plus ou moins sur la magie, les croyances, les maléfices, tout ça, et des questions d'amour, de mauvais sort, et c'était joli à lire. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais tout le reste, entre les deux, et ben, c'est un peu couillon quand même. Hein. Mais voilà, ça m'apprendra à ne pas lire les petites lignes. Il faut toujours lire les petites lignes. Voilà, cette seconde semaine est donc terminée. Comme il s'est passé pas mal de temps entre chaque petite prise pour ce vlog, et bah du coup je sais même pas combien de bouquins j'ai lus cette semaine. C'est pas grave, on fera le bilan à la fin. Je vais donc lancer un épisode 3 qui sera la 3e semaine de ce challenge. Et je vais faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que là je vais sans doute attendre la fin de la semaine pour vous présenter tout ce que j'aurais lu potentiellement. Parce que ça ira plus vite pour moi, ça me fera passer encore moins de temps devant les écrans, n'est-ce pas? Parce que c'est pas encore ça. Et la 4e semaine sera donc un petit peu particulière puisque j'ai décidé de participer au challenge proposé par Raj d'Autodisciple qui consiste à lire 7 livres en 7 jours et que je consacrerai probablement au développement personnel, et donc ce sera une 4e vidéo. Parce qu'au moment où je vous parle, vous ne le savez peut-être pas encore si vous n'avez pas tout suivi, mais j'ai décidé de couper ce vlog d'un mois en 4 vidéos des 4 semaines plus ou moins, parce que sinon ça va juste être imbuvable et ça va durer 3 ans, et même moi j'aurais pas envie de regarder ma face pendant aussi longtemps. À très bientôt, ciao.